Gbagbo, là, je pense. En fait, cette vidéo, elle m'a été inspirée par une interview que j'ai regardée de Simone Gbagbo, dans laquelle elle disait que c'est vrai que nous n'avons pas gagné les élections, mais on a pu constater à travers toute cette campagne présidentielle. Oui, effectivement, c'était sur l'intervention de Simone Gbagbo, c'est celle-là. Elle disait que nous avons pu constater à travers cette élection présidentielle la volonté profonde du peuple. Et sur ce point, j'avais décidé de rebondir en expliquant qu'effectivement, lors d'une campagne présidentielle, il ne faut pas toujours regarder les résultats finaux, surtout lorsqu'on sait que le jeu peut être potentiellement truqué. Mais il faut regarder derrière qui la masse a été. Et cette personne derrière qui la masse a été, c'est la personne qui est véritablement le choix du peuple, donc qui pourrait potentiellement incarner l'avenir si et seulement si on lui donnait ses chances. Au Cameroun, en ce moment, c'est ce fameux monsieur Issa Chiroma qui a été l'élu du peuple. Donc Paul Biya, même malgré le fait qu'il ait gagné, il garde cet homme sur surveillance extrême parce qu'il a compris que cet homme a réussi à avoir énormément de soutien au-delà de ce que Paul Biya a en ce moment. Donc c'est un peu ça aussi qu'on peut observer à travers des élections, c'est que bien que les élections en Afrique ne donnent pas suite à la volonté du peuple, seulement les élections sont une période où le peuple peut véritablement s'exprimer et courir derrière l'homme de leur choix. Et donc, c'était plus ou moins cette volonté-là derrière la vidéo de montrer que même si le résultat est truqué, même si ce qui est annoncé à la fin, même si on annonce 99% de réussite, ne soyez pas trop déçus là-dedans, concentrez-vous sur le factuel, parce que durant cette période électorale, vous avez vu ce que le peuple voulait, même si ça ne s'est pas écrit dans l'histoire, mais vous l'avez vu. Donc c'était un peu ça. Vincent, je peux... Oui, vas-y, Théo. J'allais justement te demander si tu avais une question. Faut Tavio aussi, hein. Le Mani, écoute, non, tu me diras si t'es fatigué, hein, mais moi, ma question, c'est que... comment pouvons-nous expliquer justement la réticence du peuple nègre, hein, des nôtres, malgré ce que nous subissons dans nos différents pays, cette réticence de réclamer nos droits? Alors, cela s'explique simplement par le fait que on n'est plus conscient qu'on en a. On n'a absolument plus conscience que nous avons des droits. Nous n'avons plus conscience que nous avons ne serait-ce qu'un droit vis-à-vis des hommes politiques. Un homme politique peut aujourd'hui, je vais aller dans l'extrême, il peut te gifler. Tu ne sais même pas quoi faire. Parce que tu ne sais pas quels sont tes droits par rapport à cette situation-là. Un capitaine de l'armée ou de la police peut te violenter. Tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu n'as plus conscience que tu as des droits. La population africaine ne demande plus rien. C'est ce matin que je l'expliquais, qu'il existe ce qu'on appelle, je ne sais pas si je l'ai dit sur cela, mais en fait, il y a une stratégie de médiocrité qui est mise en place qui va faire en sorte que le peuple ne demande pas grand-chose. Et justement, cette stratégie de médiocrité touche aussi le mental. Donc, il y a des gens qui, par ignorance, ne se sentiront plus suffisamment forts ni importants pour avoir des droits. Ils vont avoir la même psychologie qu'un esclave. Un esclave qui, malgré le fait d'être un être vivant, se considère plus comme une chose qu'autre chose. Donc, il va être dans une posture où lorsqu'il vit une injustice, il va simplement essayer d'aller de l'avant, sans forcément devoir faire appel ou réclamer de quelconque droit. Les Africains ont oublié qu'ils ont des droits. D'ailleurs, ils ne les connaissent même pas. D'abord, avant de les oublier, il faut les connaître. Ils ne les connaissent pas. Ils connaissent pas leurs droits. Donc, ils assument, ils vivent, ils subissent. Ce n'est pas volontaire, mais c'est la conséquence de quelque chose qui nous a conduit à cette posture-là où on ignore plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que les institutions, est-ce que le système, il est fait pour que chaque
droits soient respectés? Absolument pas. Aujourd'hui, si un ministre me frappait, pourrais-je porter plainte quelque part afin que cette plainte soit sérieusement traitée? On va savoir. Donc, c'est bien beau de dire que les gens ne savent plus quels sont leurs droits, mais derrière, il faut s'assurer qu'il y a aussi des institutions capables de matérialiser ces droits. Malheureusement, c'est pas le cas. Ouais, non, mais clairement, je pense on a même on est sur la même lignée, hein. Et raison pour laquelle nous, on a opté pour la sensibilisation et qui est, bon, dans lequel se trouve la conscientisation parce que, et, tout est fait, justement, comme tu as su le dire, c'est des stratèges, hein, qui sont à la tête de nos pouvoirs, ils font tout pour justement maintenir le peuple dans cette ignorance, pour que leur gouvernance soit peinard. Et c'est à nous, justement, et d'éveiller la conscience des nôtres. Malgré que, il faut noter, hein, que, je parle, sous vos contrôles d'ailleurs, que, et il y a cette petite prise de conscience, hein, dans les différentes villes, du Togo, mais, toujours est-il que, bah, par rapport à l'exemple que tu venais de donner, et tout, il y a certains qui ont résigné, hein. Il y a certains qui ont, qui en fonction des, des manifestations passées, ont perdu, espoir dans cette lutte togolaise je me permettrai de te demander par rapport à l'exemple que tu avais eu à donner par rapport à toi, à moi, à mes sens, justement, moi qui avais résigné complètement, toi qui as pris confiance et mes sens qui est convaincu que ce que nous vivons au Togo n'est pas bien. Comment rallier ces trois personnages, c'est-à-dire ceux qui ont complètement perdu confiance et celui-là qui essaie d'éveiller, Ricard et toi-même qui a pleinement pris conscience comme quoi, ouais, ce que nous vivons au Togo n'est pas bien. Comment rallier ces trois? C'est à moi de vous montrer. C'est-à-dire que il faut que j'aurais trouvé d'autres personnes comme moi. Ensuite, on va commencer à faire une bataille matérielle. C'est pas le blabla sur les réseaux sociaux. On va C'est vraiment. quoi alors? C'est-à-dire que il faut que je retrouve d'autres personnes qui ont la foi, des gens qui sont éveillés, qu'on s'organise. D'accord. Et en fait, cette mobilisation matérielle va permettre déjà dans un premier temps aux sceptiques de reprendre confiance et plus tard à l'indifférent de devenir aussi soucieux de ce qui se passe. Donc sur le terrain alors? Sur le terrain, c'est pas sur les réseaux sociaux. Il y a aucun Bah, blabla. sauf que, non, mais justement, je voulais aborder ce sujet parce que bon, j'avais pris note, mais bon, puisque nous sommes dans le concret, bah, allons-y pour le coup. Là, si j'ai pris note, si je comprends mieux, c'est que tous ces actes doivent être faits sur le terrain. Sauf que sur le terrain, toi-même, tu as eu à le dire ici, hein, comme quoi, sur le terrain, le dictateur a mis tout en place pour justement anéantir, toute voix dissidente et, comment, passer outre. Mais en fait, à ce moment-là, on se replonge sur le cas du Népal ou le cas de Madagascar. Il faut garder en tête que il n'y a pas eu tout de suite 1 million de personnes dehors. Ouais, ça c'est sûr. Il y a eu une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. En fait, ça s'appelle un effet boule de neige. Je pense que vous connaissez. Donc, on va avoir des cumuls. On a 100 personnes qui sont dehors. Ils vont partager leur courage à 100 autres personnes qui vont aussi sortir, ainsi de suite. Donc, on va passer, du confiant. La confiance des confiants réussira à toucher les sceptiques qui seront dorénavant confiants, et donc les sceptiques viendront, et ceux qui avaient jeté l'éponge à l'époque finiront aussi par venir, etc., etc. Maintenant, comment faire sauter toutes ces barrières qui empêchent le premier groupe de sortir? Bah, il n'y a pas véritablement de méthode claire si ce n'est la force du nombre et le courage. Déjà, il faut être assez nombreux, parce que si vous êtes 10, c'est pas la peine. Il faut être suffisamment nombreux, quand même, pour représenter
je vais pas dire une menace. L'objectif, c'est pas d'être une menace pour qui que ce soit. L'objectif, c'est d'être une source de motivation. Et donc, c'est la quantité qui va motiver les gens. Si vous êtes 5 dans la rue, il n'y a personne qui va vous suivre. Lorsque vous êtes 1000, c'est déjà différent. Donc, il faut qu'il y ait une certaine quantité de personnes motivées à sortir, et justement, 1000 personnes face à l'armée, ça devient déjà une forme de confrontation. Vous avez ces 1000 personnes, on reprend vraiment le même schéma que Madagascar, on a ces 1000 personnes qui sont dehors, qui vont se mettre à faire des lives, à montrer qu'ils sont déterminés, à montrer qu'ils ont l'armée en face d'eux, mais qu'ils n'ont pas l'intention de rentrer à la maison parce qu'il n'y a plus rien à faire, c'est foutu, c'est foutu. Je vis déjà mal, de toute façon, si je dois mourir ici, je n'ai qu'à mourir là. Donc, on a ces personnes qui vont faire des communications où ils vont exprimer leur colère, mais cette fois-ci, c'est sur le terrain. C'est-à-dire que toi qui es assis dans ton canapé, à la maison, tu vois que la personne qui est en train de te parler, elle est sur place. C'est pas du blabla, c'est pas de la théorie, elle est là, maintenant. Et toi, tu prends courage, tu sors. Donc, on a 1000 personnes qui sont dehors, on a 200 personnes qui vont arriver. Ces 200 personnes supplémentaires vont aussi faire une communication qui va peut-être convaincre 300 autres personnes, et ainsi de suite. Par effet de boule de neige, on se retrouve à être beaucoup plus nombreux. On a des confiants, on a des sceptiques, on a des douteux, mais tout le monde est dehors parce que il y a eu une première génération qui a montré le chemin, et ainsi de suite, les autres montrent la voie. Donc, pour répondre véritablement à la question, il faut un premier groupe. En fait, il faut une première vague. Et c'est la vague qui va le plus souffrir, parce que c'est eux qui devront s'armer le plus de courage, et qui seront fatalement les plus bastonnés. Parce que on sait pertinemment que si, moi je me mets dans la peau du dictateur, je sais pertinemment que si j'arrive à vous bastonner correctement, et que je fais en sorte que ces images de la punition que vous recevez soient diffusées massivement sur les réseaux sociaux, ça va décourager toute autre personne qui avait dans l'idée de sortir. Première vague est sortie, on les a bastonnés. Quiconque sortira sera fracassé de la même façon. Donc, on coupe le problème dès les balbutiements et c'est fini. Bien reçu. Merci. Je voyais le parallèle que tu faisais, ou en tout cas que tu cherchais. Tu dis que les gens ne doivent pas représenter une menace, mais ils doivent être une force plutôt. Mais quand un peuple sort comme ça, comme un seul homme, il le fait, alors certainement pour montrer sa force, mais aussi pour dire qu'il peut être menaçant. Et c'est comme ça qu'il est perçu par les régimes totalitaires. En fait, la force de ce peuple, la force de cette première vague qui va sortir, c'est en fait la force finale d'un peuple qui sort, c'est quoi? C'est la force du nombre. Donc, lorsque vous sortez, votre objectif premier, ça ne va pas être d'aller faire tomber le dictateur. C'est de faire sortir les autres. C'est un appel, en fait. Voilà, donc c'est un appel. L'objectif, c'est pas d'abord d'être intimidant pour le régime, mais d'être une source de motivation pour les autres. C'est lorsqu'ils vont arriver que vous deviendrez justement cette baleine-là. Mais pour l'instant, vous êtes encore un petit poisson, et en tant que petit poisson, vous devez manger. Donc vous devez faire appel à d'autres pour grossir et encore avant d'aller combattre. C'était un peu l'idée derrière. Mais effectivement, dès que vous sortez, même si vous êtes 10, il y a quand même une menace derrière. Mais quand même, c'est pas ça, la véritable menace qui va pousser le président à sortir toute l'armée dans les rues. C'est les jours consécutifs plutôt, c'est le long terme qui va pousser c'est du long terme, mais c'est la détermination qui... L'autodétermination. On en a parlé déjà beaucoup ici, chez nous, à travers mes différentes prises de parole. Somme toute, c'est la résistance. C'est la résistance dehors qui fera cet effet boule de neige. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il faut garder en tête ce qui se passait chez les Malgaches, c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas de date spéciale où ils se sont dit on va rester tant de jours dehors. Vous avez une première vague qui va sortir. La première vague, imaginons qu'elle reste 3 jours dehors. Au bout d'un moment, elle est fatiguée. Ok, elle est fatiguée, voilà. Sauf que
On a une deuxième vague qui arrive, qui va donner du courage à la première vague. Donc, la première vague est capable dorénavant de tenir plus longtemps. La deuxième vague qui vient d'arriver est beaucoup plus énergétique. Donc, même si la première, elle est un peu fatiguée et qu'elle ralentit dans ses agissements, la deuxième vague donne de la puissance. Donc, on a Oui. l'impression Ils prennent le relais. que... Quoi? Ils prennent le relais. Oui, ils prennent le relais. Du coup, l'armée en face n'a pas l'impression que le mouvement se calme. Et lorsque la deuxième vague se fatigue, on a la troisième qui arrive et il donne encore de l'énergie. Et donc, on va se retrouver, en fait, à un groupe qui était censé tenir 3 jours à une population qui finit par tenir 2 mois. Et il y a un mouvement de solidarité qui se crée dans ces moments-là. Mais je vous assure que c'est magnifique simplement parce que vous allez avoir des gens qui vont être là pour la logistique alimentaire, donc venir ravitailler alimentairement les gens. Et l'armée en face, elle est composée de personnes. C'est des gens qui adhèrent aussi à vos manifestations. Je l'ai dit, hein, l'armée togolaise n'apprécie pas forcément le président. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont contre le président et son système. Seulement, il leur faut aussi un déclencheur. Et voir un peuple non armé qui est capable de résister au système, sachant que moi, je suis un soldat et que j'ai une arme à feu, mais j'ai peur. Ça crée en fait en moi un déclic. Et donc, on s'est retrouvé à avoir une armée malgache qui a changé de camp. Mais encore une fois, ça, c'est si on ne prend pas la théorie du complot. Mais et malheureusement, Ils se sont fait voler leur ouais, non, victoire. il y a eu une récupération politique. Ça, Non, mais c'est ce qu'on essaie de dire ici tout le temps, hein, Mani Congo. Tu sais, nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de mettre en lumière cette révolution de palais, qu'on ne cesse de parler ici tout le temps. Même, en fait, c'est justement ce que j'avais déploré lorsque tu parlais du Burkina. En fait, nous prônons tout le temps la démocratie, ce qui voudra dire que la divergence d'idées est inévitable, mais certains des nôtres, ils comprennent pas. Donc voilà. Donc chacun est libre de dire ce qu'il pense, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans la quête d'une souveraineté, il y a la révolution de palais qui est là, qui peut venir avant la révolution, qui peut venir pendant la révolution, qui peut venir après la révolution. Et je pense que dans le cas du Madagascar, c'est justement ce qui est arrivé au Malgaches, c'est-à-dire après, ils ont fait leur effort. Hein. Il y a eu des morts, faut pas oublier. Hein. Donc, malgré tout ce qu'ils ont fait comme effort, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette structuration dont tu parlais. Bah, ils se sont fait voler leur victoire et c'est ce que nous essayons de passer ici comme info tout le temps. Mais bon, nombreux ceux qui et certains de nos aînés qui essaient de nous dissuader de ce que nous disons ici tout le temps, bah c'est un fait et j'en suis content que vous le mettez en lumière ce soir parce que bah moi je suis pas trop parfait de ce qui se passe au Madagascar et j'ai eu à voir l'interview de leur représentant hein, de la GNZ en France. J'ai vu son interview. Elle a eu à dire exactement qu'ils n'ont pas de garantie par rapport à ceux qui sont arrivés au pouvoir au Madagascar. Ce qui m'attriste d'ailleurs parce que malgré ce qu'ils ont déployé comme effort, ces jeunes dans la rue et tout, se faire voler cette mais c'est parfaitement normal dans le sens où lorsque tu veux la démission de quelqu'un, il faut que tu aies quelque chose d'autre à proposer. Tu veux pas juste dire fort dégage et vous n'avez personne à remplacer. Il faut avoir déjà, en fait, le peuple doit avoir sa propre carte en disant on retire ça et on remplace par ça. C'est un point important. Sinon, le système choisira quelqu'un à votre place. Et vous n'y verrez que du feu parce que le malheur continuera. Le peuple est mieux placé pour choisir. Justement, je pense que tu as étudié un peu les différentes révolutions qu'il y a eu, notamment au Madagascar, au Népal aussi, peut-être aux Philippines. Je sais pas si tu les as toutes vues. Et est-ce que tu as noté éventuellement une dissemblance, une discordance
entre les différents mouvements et les actes qu'ils ont eu à poser pour arriver à leur fin, le processus qu'ils ont suivi. Est-ce que tu as noté par moment qu'il y avait des diversités? Des diverses. Bon. Dans l'ensemble, déjà, la force, majoritaire. C'est ça qui est fascinant avec la Gen Z, c'est que ce sont les jeunes qui donnent du courage aux plus anciens. Et c'est quelque part assez normal, parce que les anciens ont vécu des choses que les jeunes n'ont jamais vécues. Les anciens ont des traumatismes que les jeunes n'ont pas. Moi, j'ai un père qui a connu différentes générations de guerre. Et lui, même si on le payait, il parlerait jamais de politique. Jamais de la vie, il parlerait de politique parce qu'il a été traumatisé par des guerres, des atrocités qui l'ont muselé. Nous, là, moi, je n'ai jamais connu de guerre, je n'ai jamais vu quoi que ce soit, donc j'ai une certaine aisance à aller parler de certaines choses. Donc, on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, la Gen Z, étant une nouvelle génération, a beaucoup plus de courage et c'est une génération connectée. Donc ça, c'est un point similaire à faire entre Madagascar et les autres. C'est une diffusion massive d'informations à l'instant T. Ils ont maximisé l'utilisation des réseaux sociaux et c'est là que je trouve en fait tous ces régimes complètement idiots. Parce que la seule manière efficace de combattre, c'était même pas de sortir l'armée. Il suffisait de couper les connexions. Ils utilisaient tous les canaux, que ce soit Signal, Telegram, Discord ou WhatsApp pour communiquer. Il suffisait de couper Internet et déjà le mouvement, il est complètement désorienté. Et à ce moment-là, vous sortez l'armée, ça réprime. Ils n'ont plus les moyens de se donner les instructions. Donc forcément, ça- chacun rentre. Et là, vous pouvez définir des stratégies pour canaliser cette foule-là. Donc c'est là, des fois, quand je prends du recul, je me dis, mais en fait, le gouvernement, il a tellement ridiculement perdu la bataille que j'ai l'impression, est-ce que c'est pas volontaire? C'est trop facile de combattre un mouvement comme ça qui vient et qui compte principalement sur quelque chose que tu peux contrôler. Il suffit de quelques manipulations pour couper Internet. Quelques manipulations. Et si vous voulez pas couper Internet, vous désactivez simplement l'utilisation de certains réseaux sociaux. Et c'est tout. Et ça, pas besoin de sortir de Harvard pour pouvoir le définir. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement ce qu'est la base des manifestations au Népal, c'est la désactivation de certains réseaux sociaux qui ont fait sortir la foule. Mon pouvoir, je n'hésiterai pas. De toute façon, vous êtes déjà énervé. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai annoncé qu'on va désactiver les réseaux sociaux. Ça vous a énervé, vous venez manifester. Je pense que c'est déjà foutu. La meilleure façon pour limiter la casse, pour moi, c'est d'ailleurs davantage de couper les connexions. Ça vous empêchera de faire ce que vous avez à faire et moi, ça me laissera le temps de me préparer à riposter. Là, ils n'y ont vu que du feu parce que c'est allé tellement vite. Donc, les informations ont circulé instantanément et les instructions ont été communiquées instantanément, ce qui a permis à un peuple de se mobiliser facilement. Mais ça, c'est le rêve de toute armée militaire. D'où la génération Z, la génération des connectés, ceux qui sont dans l'ère du temps, ceux qui sont dans le 21e siècle. La nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre et ils ont sauté immédiatement dans la brèche. Le gouvernement a été pris au cœur, au cou et pendant une semaine, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et évidemment, on sait aussi qu'en Afrique, on a on a de lourds soucis, hein, notamment concernant tout ce qui est numérique, Internet, tout ça. Et quand bien même que en pleine ville, tout le monde ait un smartphone, donc tout le monde a TikTok, mais ce type d'information a du mal à être relayé. Comment peut-on expliquer ça? Quand tu dis ce type d'information, c'est quoi? Des informations politiques? Oui, des informations qui pourraient un tant soit peu réveiller ou tutoyer l'ego de cette population dans les affres qu'elle subit. On sait que notamment au Népal, hein, c'était des vidéos qui ont commencé à circuler sur la toile, montrant les dignitaires dans des postures de jouissance extrême.
et des posts de vidéos dans des voitures de luxe. Enfin bref, ces vidéos relayées sur les réseaux ont rapidement circulé et ça a commencé à titiller les dignitaires qui se sont empressés de suspendre justement certains de ces réseaux où étaient diffusées leurs vidéos, et c'est cette dernière action qui a révulsé le peuple jusqu'à la révolution. Mais il y avait déjà des brelans, hein. Le peuple commençait à monter en régime quand il voyait ces vidéos-là. Donc évidemment, quand on voit ces dirigeants dans de telles postures, alors que la majorité des gens souffrent, ça peut participer à les titiller. En Afrique, on a du mal à voir ce genre de phénomène. C'est vrai que, quand même, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, il est assez difficile de connaître, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas quelle est la ligne rouge de beaucoup de pays d'Afrique, parce que d'Afrique noire et francophone, je précise, hein. Parce que dans ces pays, on a déjà tout vu. On a vu les abus de pouvoir, les blanchiments, les détournements, le favoritisme. En fait, on a tout vu, tout ce qui est susceptible d'énerver et de pousser à la révolte. On prend les Népalais. Les Népalais se sont énervés pour une simple affaire de réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est pas la mer à boire, personne n'est mort. Il y a pas, personne n'a été abusé en prison. Juste une question de réseaux sociaux et tout le monde fait une révolution. Alors nous les Africains, on a tout eu, hein, à boire et à manger, voilà. De quoi te faire un AVC, mais jamais, jamais, jamais on est entré dans cette posture de, De soulèvement. oui, de soulèvement. C'est-à-dire que, on dirait que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent n'est pas encore assez choquant. C'est ça qui est fascinant. On n'a pas de limite, faudrait-il croire. Ça serait quand même fataliste de penser ainsi. Il faut... Moi, je pense que le problème aussi, c'est que un peuple, bien souvent, tarde à réagir lorsqu'il n'a pas de leader connu. C'est beaucoup plus facile pour un peuple d'être derrière un leader clair. Pas simplement des activistes, mais une seule personne, une seule identité. Comme vous avez vu, les Camerounais ont été prêts de se dresser contre Paul Biya pour protéger un leader connu. Ils sont allés faire la sécurité devant sa maison. Vous voyez le niveau de dévotion, parce qu'ils ont trouvé enfin un visage derrière l'opposition. C'est ça qui manque à bien des peuples. Avoir des activistes, avoir un mouvement, c'est vrai que c'est réconfortant, mais avoir un visage, une personne pour qui on essaye, pas pour qui on se bat pas pour lui, mais on se bat pour lui donner l'opportunité de redresser les choses. Et donc on se bat, bon, quelque part pour lui, on se bat avec lui, il est un peu le chemin, la vérité, l'avenir du pays, bref, c'est beaucoup plus stimulant en fait. Et ça c'est quelque chose de naturel, hein, même chez les animaux, vous verrez ça, il y a toujours un chef de meute, il y a toujours un mouton qui est en tête, enfin, il y a toujours cette structuration où il y a quelqu'un devant et il y a tout un attroupement derrière. Donc là, je vois en commentaire Marc Honda, encore une fois, je sais pas qui c'est, mais si c'est lui l'élu, bah, qu'il se fasse connaître, qu'il se batte davantage et qu'il aide le M66 à... Non, pas qu'il aide le M66, mais qu'il s'associe à ce mouvement, au peuple tout entier, afin de marcher vers quelque chose de concret. Il faut qu'il se mette en avant, ce monsieur. J'imagine que si vous le nommez, c'est qu'il est déjà connu, mais voilà, quoi. C'est une stratégie. Ça viendra certainement. En tout cas, on l'appelle de nos vœux. Fofem, tu avais une question pour... Fofem, tu es là? Tu avais une question pour Mani Congo? Oui, je suis là, oui, Vas-y. effectivement. Oui, rebonsoir mon frère. Je voulais te demander ceci. Peut-être que tu auras une appréciation que nous, peut-être nous n'avions pas, concernant l'armée togolaise.
À mon avis, je dis mon avis personnel parce que tel que j'ai connu cette armée, on a l'impression que on a une armée la plus abrutie au monde. On a comme si on a des moutons qui sont à la solde de notre pays, une milice en quelque sorte. Au service d'un individu. Vous n'êtes pas sans savoir que si aujourd'hui Faure Gnassingbé cette nuit dit que non, allez m'abattre tel ou tel ou tel officier et on va aller les abattre comme des chiens, sans qu'il y a aucun d'entre eux qui puisse lever le petit doigt pour dire que non, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans telle ou dans telle imposture ou bien dans telle illégalité. Personne ne réagit. Ce qui fait que Faure Gnassingbé peut se réveiller un bon matin et dire que non, la tête de tous les officiers togolais ne lui plaise pas, il faut me les éliminer. Et ils vont les éliminer sans que personne, je dis bien personne, n'ose lever le petit doigt. Tel que cette armée ne peut même pas défendre le peuple togolais, elle ne peut même pas se défendre elle-même. Qu'en pensez-vous d'une armée pareille, monsieur Mani Congo? Merci beaucoup. Je l'ai dit au début, l'armée, qu'elle soit togolaise ou autre, l'armée est composée de personnes qui ne sont pas forcément des fans du président actuel. Seulement, l'armée, comme le gouvernement, est 2 fois plus divisée que le peuple. C'est-à-dire qu'un dictateur va passer, allez, il va passer 40% de son temps à essayer de diviser l'armée. Il passera 40% de son temps à essayer de diviser le gouvernement et 20% pour diviser le peuple. Parce que même si le peuple n'est pas suffisamment fragmenté et que ce peuple réussissait à s'unir et à se soulever, tu auras quand même l'armée qui sera incapable de s'unir pour suivre le peuple et tu auras le gouvernement qui sera aussi incapable de te destituer. Donc, la sécurité, tu l'as toujours. L'armée est fragmentée, plus que vous ne pourrez l'imaginer, parce que on va avoir Kouassi qui va surveiller Mamadou, ainsi de suite. Donc, chacun surveille l'autre. Et même si ce n'est pas le cas, le dictateur te le fait croire. Vous êtes beaucoup plus parano que lui ne le sera jamais. Un membre de l'armée, s'il a envie de faire un coup d'État, le pauvre monsieur ne saura même pas vers qui se retourner pour en parler. S'il a envie de se rebeller, il n'a pas de repère. Parce qu'il ne sait plus qui est qui. Ils sont tellement fragmentés que tu ne sais pas qui est qui. Dans ces conditions, comment voulez-vous essayer de faire une rébellion? Parce que tu peux pas faire la rébellion tout seul, tu seras foudroyé. Il te faut des acolytes. Mais qu'est-ce qui te prouve que ces alliés-là ne te trahiront pas à la dernière minute? Qu'est-ce qui te prouve que ce ne sont pas des espions? Qu'est-ce qui te prouve que leurs confidences ne sont pas que tes confidences, enfin, les confidences que tu leur fais ne sont pas déjà parvenues aux oreilles des généraux de l'armée? Tu n'as absolument aucune garantie. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on veut que l'armée se retourne, il faut donner à cette armée des garanties. Sauf que le problème, c'est que le peuple lui-même ne sait pas du tout comment donner des garanties à une armée et surtout, le peuple ne sait même pas quelle garantie il faut donner à l'armée. Mais il y a dans l'armée des gens qui ont envie de se rebeller. Le problème, c'est que si tu n'obéis pas aux ordres, il faut que tu aies des appuis. Si je désobéis à mon patron, s'il me demande de traiter un dossier et que je dis je ne veux pas le faire, je sais qu'il y aura des conséquences. Est-ce que je suis prêt à en assumer les conséquences? Pas forcément. Si j'ai une autre boîte qui m'a promis du boulot, alors là, oui, je m'en fous. S'il me licencie immédiatement, je m'en vais. J'ai autre chose. Mais si la conséquence, ça va être un licenciement, sachant que c'est mon seul job, si la conséquence, ça va être un emprisonnement ou, pourquoi pas, une élimination, sur quoi je compte? Tout seul, tu peux pas faire grand-chose. Si vous pensez que vous, en tant que peuple, vous êtes dans la merde, doublez cela concernant l'armée, parce qu'ils sont dans une position encore plus difficile que vous. Ils ont des armes, c'est vrai, mais ces personnes dont ils se méfient ont des armes aussi. Et ils ont des grades, ils ont l'argent, ils ont le réseau, ils ont tout pour représenter des obstacles de taille. Donc c'est compliqué.
c'est compliqué de désobéir parce que cela est puni. C'est plus facile d'ignorer un activiste qui t'emmerde ou quelqu'un du peuple qui fout le bruit que d'ignorer quelqu'un de l'armée qui essaye de se dresser contre toi. C'est plus facile en tant que tu conseilles toujours à un dictateur d'ignorer les personnes qui vont venir dire fort dégage, tu dis écoute, ça c'est pas important. Par contre, un militaire, quelqu'un qui a une arme qui va dire fort dégage, mais il pourrait encourager d'autres militaires à faire la même chose. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un effet boule de neige là-dedans. Ce sont des personnes armées. Si, ne serait-ce que 50% de ces personnes se retournaient, on va avoir une guerre meurtrière dont on ne connaît pas l'issue. Donc, pour éviter ça, dès qu'il y a une seule personne possédant une arme qui ose ouvrir sa bouche, il faut tout de suite la réprimer. Donc, il y a une épée de Damoclès qui est sur la tête de chaque personne possédant une arme à feu dans le pays. Vous n'êtes pas surveillé. Vous, en tant que peuple, vous n'êtes pas sous pression. C'est pire quand on a une arme. C'est pire. Donc, à un moment donné, il faut véritablement cesser quelquefois de voir cette armée comme des traîtres, mais essayer de comprendre dans quel guet-apens ils sont. Parce que c'est compliqué, en fait, cette posture-là. Donc, voilà. Merci. Faux Feb, t'as une autre question ou faux Théo, t'as une autre question? Oui, en fait, effectivement, je voulais ajouter quelque chose. Est-ce que vous ne trouvez pas que ils ne vont pas, comment dit-on, les militaires ne vont pas travailler pour le pays, ils vont travailler pour leur ventre au lieu de travailler pour le pays, alors que c'est en cela ils se sont engagés dans l'armée. Merci. C'est effectivement en cela qu'ils se sont engagés dans l'armée. Ils sont là pour servir le peuple, pour le défendre, etc., etc. Sauf que l'armée est prise en otage. C'est la meilleure façon de l'expliquer généralement. C'est comme ça qu'on dit. Une armée est prise en otage. Et lorsqu'une armée est prise en otage, elle n'a pas d'autre choix que d'obéir. Ce qui est fascinant, c'est que la personne qui prend l'armée en otage n'a jamais d'arme. Mais sa force, c'est simplement d'avoir réussi à rendre chaque membre de l'armée parano. Par exemple, tu vas intégrer dans ton armée des personnes venant de différentes ethnies. Et à chaque personne venant de ces ethnies-là, tu vas demander, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens venus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et chacun va surveiller l'autre. Et tu vas faire comprendre à chacun que les autres complotent pour prendre le pouvoir, même si c'est pas le cas. Ouais, c'est une espèce de contrôle social, quoi. Juste, tu vas leur dire, tu vois les gens du sud que j'ai pris là, ils complotent pour prendre le pouvoir. Et tu dis la même chose aux autres qu'un tel complote. Et du coup, d'abord, le fait que le président m'ait fait cette confidence, je vais me sentir favorisé. Je vais me dire, ah bah tiens, il m'a mis en garde, c'est qu'il me fait confiance. Sauf que les autres ont la même pensée. Et puisque nous avons la grâce du président et que chacun pense individuellement avoir la grâce du président, il va redoubler d'efforts pour ne pas décevoir le président. C'est-à-dire que le président m'a mis dans la confidence, il m'a dit que toi, Ricard, tu mijotes contre lui. Moi, je vais te surveiller de très très près. Parce que le président m'a mis dans la confidence et je dois te surveiller de très très près. Et toi, pareil aussi, tu vas me surveiller. Donc, du coup, on devient parano. Chacun se surveille. Ouais, c'est une espèce de contrôle social. On se contrôle. On se contrôle. Donc, on se surveille pour une raison qui n'existe absolument pas du tout. Donc, c'est une stratégie comme ça, créer la paranoïa. Mais le problème, c'est que ces personnes qui les réussissent à rendre parano, ce sont des personnes armées, qui doivent donc réfléchir à plusieurs fois avant de prendre une décision, avant d'essayer de prendre un quelconque risque, parce que la balle n'est pas loin. La balle n'est pas... C'est pas facile, parce que vous avez des options. Quand tu es quelqu'un du peuple et que tu cries trop fort, tu peux te faire arrêter, tu peux te faire tabasser, mais quelqu'un de l'armée n'a pas ce privilège-là d'être simplement arrêté. Il risque sa vie à chaque révolte, à chaque rébellion. Il risque des choses graves. Donc clairement,
À un moment donné, il faut pas simplement se dire qu'ils ont oublié qui sont leurs vrais maîtres. Non, il faut savoir dans quoi ils sont et quelle est la nature de cette épée de Damoclès qui a été mise sur leur tête. Merci. On va peut-être aller au terme de cette émission. Notre invité exceptionnel commence à être fatigué. Il est plus de 3 heures du matin. Ça fait donc 5 heures maintenant qu'il est avec nous. C'est beaucoup. Une dernière question. Tu crois que les dirigeants africains sont vieux parce que la culture africaine respecte la vieillesse? De fait, tu penses que les jeunes n'arrivent pas à les bousculer un peu plus et les remplacer éventuellement à cause de ce respect culturel que les jeunes ont envers les anciens? Je pense que c'était ça à une époque. Hein. On considère d'ailleurs que la sagesse, c'est le reflet de la vieillesse. Enfin, non, que la vieillesse, c'est le reflet de la sagesse. Mais quand même, notre génération est en train de réfléchir différemment. On commence à arriver à un moment où on essaye vraiment de se concentrer sur la compétence des gens sans forcément prendre en compte leur âge. Ça, c'est bien. La preuve avec Ibrahim Traoré, hein, c'est que tout le monde s'en fout de son âge. On est orienté vers ses idées. Tout le monde lui fait confiance. À aucun moment on se dit qu'il est trop petit pour faire quoi que ce soit. Il est président, on le voit comme un président, on s'en fout qu'il n'ait pas de cheveux blancs, il a le respect de tout le monde, donc l'Afrique s'ouvre à cela, mais on a quand même un exemple inverse en Côte d'Ivoire où on a eu un certain Jean-François Kouassi qui s'est présenté comme candidat à la présidentielle, et il a été source de nombreuses moqueries. Je pense qu'il doit avoir 24 ou 25 ans, bon, selon son visage, mais je pense pas qu'il ait plus que ça. Mais en tout cas, les Ivoiriens se sont beaucoup moqués de lui. Pourtant, dans le fond, moi j'ai analysé le personnage, il est assez intelligent, il a un français qui est soutenu, il a des idées qui sont assez intéressantes, bien que, voilà, ça reste un peu brut, c'est prématuré, enfin, c'est, comment dire, c'est... Là, un projet viable. Oui, non, c'est amateur, en fait. En bien des points, certaines choses sont amateurs. Mais moi, je m'attendais justement à un engouement différent. En fait, je me disais que, étant donné que la Côte d'Ivoire est remplie de jeunes, peut-être allions-nous assister à ce mouvement où des jeunes soutiennent un jeune. Mais au contraire, ces jeunes se sont moqués de lui pour préférer aller derrière Ouattara ou... Non, mais, Congo, je te coupe vite fait. Et tu sais, c'est justement ce dont j'avais déploré tantôt. C'est justement voir un autrui, la concurrence. En fait, nous, on concurrence tout, tu vois. C'est parce que moi, je peux pas le faire, Mani Congo le fait, que je dois me moquer de lui. Parce que, on a la même tranche d'âge. Et lui là, il fait quoi? Moi, je le fais pas, lui, il va le faire. Tu vois? Et on n'a pas cette vision de dire que, écoute, lui, il a du culot, hein. Moi, il a mon âge et il fait ce que j'arrive pas à faire. Au lieu de soutenir cette personne-là, non, on va se contenter de se moquer de lui parce que voilà, et il y a ces signes d'infériorité par rapport à moi, du fait que, lui, il a mon âge et regarde qu'est-ce qu'il va aller foutre là-bas, tu vois. Je pense qu'on doit faire l'effort justement de sortir dans ces clichés. Je pense Tu penses qu'on a un problème de mentalité? Ça, c'est pas une faute. Ça, c'est pas un débat. Oui, bon, je pense quand même que ça, petit à petit, on n'y est pas encore, mais ça est en train de changer. Je pense que ça va finir par changer. L'une de mes peurs, par exemple, lorsque je me suis lancé sur TikTok, c'était de me dire que je suis assez jeune et que peut-être je n'aurai pas la légitimité ou la crédibilité nécessaire pour pouvoir être soutenu, etc. Et à ma grande surprise, dites-vous bien que mon audience, c'est une audience composée de personnes qui sont, voilà, dans la vingtaine jusqu'aux 70 ans. Et la plupart des personnes qui me contactent en message privé, c'est des gens qui sont vraiment, qui ont le profil pour être mes parents, quoi. Donc c'est des personnes qui sont assez âgées, qui viennent et qui demandent des conseils. Donc en fait, on se rend rapidement compte que on est en train d'assister à une déconnexion d'âge
on se retrouve face à des gens qui sont juste en quête de réponse et de compétences. Donc, si tu as la compétence nécessaire pour m'éclairer sur un point, peu importe que tu sois plus âgé ou moins âgé que moi, je te questionnerai. Donc, l'âge, pour moi, à un moment donné, on n'y est pas encore, mais encore une fois, à un moment donné, on va vraiment assister à ça, à ce point culminant où on peut avoir des ministres très jeunes, des présidents jeunes, des maires, des députés, bref. Mais il faudrait aussi, d'ailleurs, pour en arriver là, que la jeunesse s'y mette. On peut pas avoir des jeunes au pouvoir si aucun jeune ne s'intéresse à ça. Aujourd'hui encore, quelqu'un qui va venir parler de choses instructives sera moins populaire que quelqu'un qui viendra parler de ce qu'ils appellent le quilolo, je sais pas, toute autre futilité sur ces réseaux sociaux. Bref, les jeunes sont encore dans le divertissement parce que il y a cette fameuse philosophie de il faut profiter de votre jeunesse. On pense que profiter de sa jeunesse, c'est forcément faire ce que les jeunes font en ce moment. Donc, aussi Je longtemps. pense que les jeunes nègres autochtones sont désaccouplés, hors connexion de la réalité d'aujourd'hui. Ils ont reçu une éducation qui ne les pousse pas à être ambitieux dès les premières apparitions de maturité. C'est-à-dire que un jeune de 17 ans, d'ailleurs, dans sa tête, il n'arrive même pas à se légitimer, il n'arrive pas à se légitimer comme potentiellement éligible dans 2 matins pour être un grand homme dans le pays. Ça, c'est une pensée qui lui traversera l'esprit lorsqu'il aura 30, 40 ans. Et là, il va se dire, oui, maintenant j'ai le profil pour être maire, député, etc., etc. Donc, il y a toute une éducation. Il faut montrer aux jeunes, en fait, que il vous suffit d'être compétent. Votre âge importe peu. Soyez compétent, soyez instruit, éduquez-vous. Et tout ce qu'il y a de mieux, vous pourrez l'avoir. Votre âge ne sera jamais plus un blocage. Donc, encore une fois, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer. Les parents doivent le faire, la nation tout entière doit le faire. La nation tout entière doit le faire. Sur ce critère-là, éventuellement, que tu jugeras les dirigeants de l'AES sur le critère de l'éducation. Ok. Oui. Si l'AES demain construisait une fusée pour aller sur Mars ou même sur Jupiter, tu ne m'entendras pas faire des acclamations parce que ce n'est pas, c'est pas mon genre en fait. Tu ne trouveras aucune vidéo sur mon compte où je fais des applaudissements des réalisations de X, Y, Z. Moi, je suis dans la stratégie. L'AES ne m'intéresse que sur le plan stratégique. S'il y a de l'influence, de la communication, de la manipulation, là, ça m'intéresse. Si demain, ils réussissent à créer une ligne de métro, je m'en fous. Ça veut pas dire que je suis contre, ça veut pas dire que je suis jaloux, ça veut simplement dire que ce n'est pas mon champ d'intérêt. Je ne m'intéresse pas à Ibrahim Traoré pour sa capacité à réaliser les choses. Je m'intéresse à sa propagande, à ce qu'il dit, à comment il parle, à comment il réussit à influencer. C'est en cela que la personne m'intéresse, c'est en cela que l'AES m'intéresse. Mais par rapport à leur projet, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'en parlerai jamais. Jamais de la vie tu me verras venir faire des critiques. Pareil, dans l'autre sens. Si Ibrahim Traoré finalement il fait un détournement de fonds, exemple, je n'en parlerai pas non plus parce que ça me concerne pas. Ça n'a rien de stratégique ou quoi que ce soit. Voilà. Donc moi je suis dans l'influence, la T'es communication. pas dans le béret. Ouais, c'est pas. Ok, parfait. Faux Théo, faux Tavio, si vous avez une dernière question. Sinon, je pense qu'on va libérer notre Non, mais moi, c'est bon pour invité moi. du jour. Et Mani Congo, après, je tenais à te dire merci, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Et merci, en tout cas, d'avoir pris le temps d'écouter nos bêtises. Et à très vite. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Moi je reste disponible au cas où il y aura d'autres invitations. Je suis dispo, je suis là. Oui, il y aura d'autres invitations. Si tant est que tu es ouvert aux futures invitations, on ne manquera pas de te rappeler ici, de te convoquer au tribunal de Togo d'hier à aujourd'hui. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce 8e exemplaire de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui.
Merci à toi, cher frère Mani Congo, d'avoir été notre invité exceptionnel. On attend tes prochains posts parce qu'ils sont vraiment très perspicaces, sagaces, ad hoc, tout simplement gnosiques, pédagogiques, rationnels. Ils nous poussent, nous président à nous poser de réelles questions existentielles, questions auxquelles nous devrons sans doute aucun apporter des réponses pour aller vers une société africaine plus morale, déontologique, éthologique, plus juste, mais surtout plus intègre et vertueuse. À méditer. Quant à vous, chers auditeurs, auditrices, merci pour votre présence. Sans vous, on n'est rien. On vous dit à samedi prochain pour un autre numéro de notre émission avec un autre invité d'envergure, de dimension du même acabit, bref, un autre invité exceptionnel. Mani Congo. Tout ce que Mais ça, vous avez... Oui, et Mani Congo, il y a 55 là, donc ça va. 55 signalisations. il n'a pas battu le record. Non, ça va. Oh, non, mais il a été gentil. Donc Il a ça va. été, oui, il a été, c'est ce que j'allais dire, un peu sage. Mais on le réinvitera et on espère qu'il sera plus caustique dans ses interventions. Parce qu'ici, comme vous le savez, il n'y a pas de langue de bois. Non, on parle avec ses idées, ses pensées. Tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Georges Adair. Permettez-moi d'inviter tous les Togolais à abolir leur peur, car la peur paralyse alors que le courage galvanise. Ce que vous obtenez en atteignant vos objectifs n'est pas aussi important que ce que vous devenez en atteignant vos objectifs. Zig Ziglar. Reste à savoir quel est notre objectif et ce que nous voulons devenir après cet objectif. On se quitte comme d'habitude en musique avec ce soir Aniyi Akaliglo avec le titre Égou. Bonne nuit. Merci, cher frère Mani Congo. À très bientôt sur le panel de Togo d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce que notre équipe travaillait comme des pièces. Ok, merci à tous Mais et à toutes. je tiens d'avoir- personnellement, Fomen, Oui, allô Fomen? oui. Bon, donc, je tiens à remercier personnellement Ricard, comment dit-on, de tout ce qu'il fait pour que nous puissions organiser ces émissions dans de bonnes conditions. Surtout quand on est père de famille et responsable, c'est pas chose aisée. Donc, je tiens encore à le remercier pour ça. Merci à toi aussi pour ta disponibilité et merci à ceux qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse tout un chacun et que nous puissions être encore en bonne santé demain matin. Merci. Bah, toi, Merci à toi, Fofel. inclus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup. Fofel. Merci à Faux Ricard, effectivement. Avec une famille, c'est jamais évident de rester aussi longtemps dans un live. C'est aussi raison pour laquelle on a réduit nos apparitions. Parce que après 24 mois inlassables quotidiens, il arrive un moment où, évidemment, la conscience prend un coup, la morale aussi, mais nous avons toujours un plaisir particulier à retrouver ceux qui nous suivent le vendredi et le samedi. Ça sera toujours avec plaisir et si tant est que le temps le permet, on passera toujours sur les différents panels, laisser un petit mot d'encouragement aux uns et aux autres qui sont toujours dans cette satanée lutte qui ne voit pas de fin, mais on a bon espoir que tout ça s'arrêtera bien évidemment un jour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous présenter cette émission du samedi soir et samedi prochain, on sera
encore là avec un nouvel invité qui certainement vaudra le détour. Ça sera une émission délétère, peut-être la plus attaquée qu'on ait jamais eue. Lui, Le honnêtement, personnage qui va battre le record. n'est pas dans la dentelle et avec lui, il n'y aura pas de consensus. Non. Ce n'est pas un homme de consensus, c'est un homme de conviction et il viendra les étaler ici sur ce même panel samedi prochain, même heure, 22 heures, heure française. On vous donne rendez-vous pour le 9e numéro de votre émission Togo d'hier à aujourd'hui. Vendredi prochain, on aura l'honneur d'accueillir notre grand frère Joseph Takeli, vendredi à 19 heures, heure française, dans le cadre de notre autre émission Décryptage. Il nous accompagnera pendant quelques heures et analysera l'actualité togolaise, bien évidemment, mais aussi l'actualité africaine et un peu de géopolitique. Il y a un fait qui est survenu ces derniers jours. On parlera aussi de cela. Certainement que vous en avez entendu parler. Ou, si c'est pas le cas, peut-être que notre frère Ferdinand Haïté en parlera demain. On a appris que Pegasus, le fameux logiciel de surveillance ou d'espionnage, donc de Israël, qui utilise Fort Yassimbe depuis de nombreuses années, eh bien, cette entreprise israélienne a été rachetée par une entreprise américaine il y a quelques jours. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose dans la façon d'utiliser ce logiciel? On en parlera un peu plus en détail vendredi prochain avec Joseph Takeli qui nous donnera son analyse, son opinion et sa pensée, tout simplement. Voilà. Merci à Faux Ricard, merci à Faux Tavio. Bonsoir. J'ai un con. Oui, bonsoir. Vous me recevez? Bonsoir, on vous reçoit, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Vincent. Comment vous allez? On fait aller tant bien que mal. Ok, merci. Soyez le bienvenu. c'est permis Vous aviez quelque chose à nous dire s'agissant de l'émission que vous avez sans doute suivie, en tout cas je l'espère. Oui, je l'ai suivi, même si c'est sporadique ou sporadiquement que je l'ai suivi. Je voudrais vous demander si c'est permis d'élaborer ou de réfléchir un peu sur quelques points saillants. Bien sûr, on est là pour ça. On est sur le panel de Monsieur Ricard. Il n'y a pas place pour la langue de bois. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Ok, voilà. Que de talent, hein, s'agissant de vous, Monsieur Messan. Merci pour le cadre offert par Monsieur Ricard. Vraiment, quand vous posez vos questions, Monsieur Messan, on sent du professionnalisme. Et c'est du bon, hein. Ce n'est pas encore du gâchis parce que vous avez le temps de déployer tout Merci, merci beaucoup. sur le territoire togolais un beau jour. Ok, voilà. Parce que moi, quand je vois des talents, je vois des compétences, je me demande toutefois comment cela contribue au développement de notre continent, hein, l'Afrique en général, et de notre pays, le Togo en particulier. Voilà. Donc, vos contributions seront mises à beau prix un beau jour. Voilà. Maintenant, s'agissant de l'invité, il a du fond. Il a vraiment, il a du talent. Et aussi, il a de la réflexion, il a de la connaissance. Moi, j'ai voulu juste élaborer sur 2 points, en commençant par le plus récent dans ses propos, dans son discours, celui de la Côte d'Ivoire, où il disait qu'on s'est moqué d'un jeune qui était candidat. Et on s'est rallié, il voulait finir en disant que les gens se sont plutôt ralliés derrière Ouattara. Je ne voudrais pas taxer cette déclaration de naïf.
Ah, il y a du bruit, hein. Il y a quelqu'un qui fait pipi ou quoi? All right. Ah, faut Ricard, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Il a versé, il verse quelque chose dans le pot. Non, Ou bien c'est c'est dans de le l'eau, c'est de lavabo. l'eau. C'est de l'eau, c'est de Ah, l'eau. ton bro, il est bien haut, hein. Ok. All right. C'est bien droit, alors. Ah, il doit être 2 heures du matin en France. Ok. Alors, donc ça, c'est un peu de sarcasme hein, pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, je ne voudrais pas taxer cette affirmation de Naïf, mais voilà le contexte de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui étaient candidats, y compris même l'ex-madame Gbagbo, on sait d'une manière ou d'une autre Moko et deux parce qu'on sait que c'est du cirque, c'est du théâtre, vous savez. Donc on sait que Ouattara va gagner. Bon, et Ouattara il n'a pas gagné parce que les jeunes qui devaient s'aligner derrière le jeune candidat se sont alignés derrière lui. Vous voyez? Donc voilà, il faut avoir une certaine lecture du contexte politique en Côte d'Ivoire pour savoir que et ce même jeune-là poserait sa candidature dans un autre contexte beaucoup plus clean, qu'il n'y aura pas du tout de problème, et qu'on verra l'engouement de cette vraie jeunesse-là derrière lui pour son élection, puisque votre invité l'a dit, il a quand même du fond, il a un bon projet, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. L'autre chose que je voudrais dire en amont, c'était un peu par rapport à l'esprit de dictature hein, qu'il a voulu un peu expliquer en prenant l'exemple de Ibrahim Traoré. Au fait, il a raison. Il a raison parce que les gens ils comprennent pas que même en démocratie, il y a du dictat. Lorsque vous ne voulez pas dire le dictat, vous pouvez dire la dictature. Il y a des mots qui existent comme ça, on peut les utiliser au féminin comme au masculin. Le dictat, c'est un peu comme de donner de l'ordre. Donner de l'ordre. Alors, c'est pour ça que moi j'ai souvent un problème avec le français, ou le concept de gouvernance dans les pays occidentaux, y compris les États-Unis. Lorsqu'on dit le pouvoir exécutif, on se dit que bon, ces gens-là sont dans une position telle qu'ils sont des exécutants. C'est-à-dire, autrement dit, quelqu'un va leur donner des ordres, des instructions et ils vont exécuter ça. Mais, au fait, dans l'exercice de ce pouvoir exécutif, il y a du dictat, Monsieur Vincent. Si je suis par exemple candidat et que je fais de la campagne pour qu'on m'élise au poste de président, je vous propose un programme. Si vous y adhérez et dans un esprit de transparence en ce qui concerne ces élections-là, eh bien, la majorité, c'est-à-dire 50% plus 1, vont voter pour moi. La majorité va voter pour moi, n'est-ce pas? Mais dans le déploiement, dans l'application, dans l'implémentation de ce programme auquel la majorité du peuple électoral a adhéré en m'élisant, pour mettre ça en place, je vais utiliser du dictat, c'est-à-dire de l'ordre. Aux États-Unis, par exemple, on parle de executive order. C'est-à-dire que il est dans le monsieur, c'est-à-dire Trump, il est dans une position d'exécutant. Il incarne le pouvoir exécutif, mais il donne des ordres. Il prend des ordres. Vous voyez? Donc, l'ordre dans le sens de décision qui entraîne un certain ordre dans le sens de l'objectif ou de la vision qu'il vous a donné et auquel... C'est pas ça le contre-pouvoir? Voilà, et à laquelle vous avez, non, et à laquelle vous avez adhéré. Vous voyez? Bon, c'est un peu comme un contre-pouvoir dans les couloirs de l'exercice du pouvoir démocratique aux États-Unis. Mais, et donc, parlant de Ibrahim Traoré, oui, c'est-à-dire, et puis dans un contexte de guerre, il ne peut pas caresser les gens dans le sens du poil, ou bien des poils. Vous voyez, le même président qui envoie un journaliste qui le critique, hein, au front, c'est ce même président qui va, par exemple, prendre en compte ce même journaliste qui va dire que un des ministres de Traoré, par exemple, a volé 400 millions ou bien on a trouvé 400 millions dans sa chambre ou dans sa maison. Vous voyez, Ibrahim Traoré va défaire ce ministre-là, il va le limoger, il va ordonner ou commander des enquêtes. Et on verra si le monsieur, si c'est prouvé que vraiment on a trouvé cette somme, il va justifier ou il ira en prison. Vous voyez. Alors, il y a toujours du dictat dans l'exercice du pouvoir. Et c'est dans ce sens que votre invité avait raison. Maintenant, là où il est allé un peu trop loin à mon sens,
c'est quand il commence par faire des comparaisons. Vous voyez, lorsque, par exemple, dans un autre pays, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on découvre que un ministre de Ouattara a 1 milliard de francs CFA chez lui à la maison, selon que ce ministre-là est un bon élève de Ouattara, il contribue à le maintenir au pouvoir, Ouattara va ou pas l'inquiéter sur ces propos-là, sur ces déclarations. Et celui qui va déclarer ça, soit ira en exil, en prison, ou il sera libre, selon que le ministre-là est un bon élève pour maintenir Ouattara au pouvoir. Vous voyez qu'entre ça et Ibrahim Traoré, par exemple, il y a une grande différence, il y a un grand fossé. C'est que, et moi, par exemple, et il est allé jusqu'à comparer Ibrahim Traoré, a dit qu'il fait la même chose que Mobutu. J'ai bien regardé la physionomie de votre invité, loin de moi l'idée de le rabaisser. Je vais vous dire que lorsque l'hélicoptère de Mobutu, parce que je vais dire quelque chose par rapport à ça, donc avant que je le dise, il faut que je vous signale qui je suis. L'hélicoptère de Mobutu a quitté Gbadolite. Je ne sais pas où vous étiez, monsieur Vincent, en cet après-midi du 16 mai 1997. Il y avait 6 jours que moi j'avais célébré mes 23 ans et j'étais en 3e année à la faculté de droit avec le juriste Trimois qui a été plusieurs fois ministre dans le gouvernement de monsieur Faure Gnassingbé. J'ai vu de la fenêtre de ma chambre à la cité B, chambre 227, l'hélicoptère de Mobutu qui avait fui Gbadolite et qui allait atterrir à Lomé 2. L'université du Bénin, aujourd'hui université de Lomé, étant juste à quelques mètres du domaine, du grand domaine de monsieur Yadema qu'on appelait Lomé 2. Alors, c'est pour vous dire que tout ce que Mobutu a fait comme comportement, gouvernance, etc. vis-à-vis du peuple zaïrois d'alors, congolais d'aujourd'hui, congolais démocratique d'aujourd'hui, j'en étais presque un témoin oculaire. Si j'ai même vu son hélicoptère qui atterrissait à Lomé 2. Donc, il n'y a pas à comparer, s'il vous plaît, Ibrahim Traoré dans le dictat, dans les ordonnances, dans la vision qu'il a pour le peuple burkinabé, avec ce que Mobutu a fait avec le peuple zaïrois d'alors, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il y a un grand fossé. Ibrahim Traoré ne met pas les gens en prison ou ne les envoie pas au front en tenant compte du fait que ces gens-là contribuent à le maintenir au pouvoir ou pas. C'est lorsqu'ils font entrave et à ce qu'il prône. Vous voyez, il a un slogan, ça m'échappe un peu, mais ça va venir. Lorsque des gens se mettent en entrave, parce que le Burkina c'est un pays qui est en guerre. Lorsqu'un pays est attaqué, ce pays doit se défendre et il est en guerre. Donc la notion de « oh, il est démocrate, il ne l'est pas, il est dictateur, il ne l'est pas », ça ne s'applique même pas du tout dans ce contexte-là. Ce qu'il ne faut pas confondre les choses. Est-ce que vous voyez? Le concept de la liberté ou la liberté d'expression, liberté d'action, etc., tel que les Blancs nous l'ont vendu, c'est du pipeau et nous devons essayer d'adapter la notion de liberté sous toutes ses formes à nos quotidiens ou à nos réalités du moment. Et c'est en cela que aucune comparaison entre Mobutu et Ibrahim Traoré ne saurait être acceptée, même si on sait que en exécutant le pouvoir, en étant dans la position du pouvoir exécutif, tout homme qui a ce pouvoir-là est tenté d'en abuser ou des fois est obligé d'utiliser ou de l'exercer d'une main de fer pour atteindre les visions et les objectifs que son même peuple partage avec lui. Ce n'est pas compliqué, ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer. Alors j'ai voulu juste rebondir sur ces deux aspects. Sinon, vraiment, tout ce que le monsieur a véhiculé aujourd'hui, a essayé de télécharger dans notre esprit est totalement vrai. Par rapport à l'émotion, l'intelligence émotionnelle, comment nous nous conduisons, le combat que nous croyons faire sur TikTok, et nos réactions par rapport à ceci, par rapport à cela, l'attitude qu'on devait adopter, tout ça là, il a du fond et il représente une grande valeur pour l'Afrique de demain. Merci. Merci.
cher frère, c'est comme oui, très bon développement, très belle analyse comme d'habitude, bien évidemment. Alors, c'est bien que tu aies donné ton avis sur les deux situations qui t'ont fait monter. On est aussi là pour cela. Tout le monde a son avis, hein. Et c'est ça que nous on préconise et on prône ici. Si tant est que on soit en mesure d'apporter un développement qui soit linéaire, qui soit logique et qui retrace évidemment l'actualité et l'histoire, ça nous intéresse. Alors, je crois savoir que le cher frère Mani Congo, ce n'est pas un esthète, hein, non plus des sujets qu'il brosse. Et il arrive avec non pas une vision personnelle ou une analyse personnelle, mais il essaye de mettre le doigt sur des sujets en nous posant des questions. Donc sur les faits politiques, je pense pas qu'il est sur ce terrain-là. Après, il essaye de globaliser un peu ses analyses, les questions qu'il pose. Il ne vient pas débattre, hein, et d'ailleurs, il a coupé court, hein, à un moment dans notre échange. J'étais pas dans le débat avec lui, mais je voulais qu'il comprenne bien le sens de ma question. Quand on commence à rentrer dans son idée personnelle, eh ben ça passe pas, parce que il dit qu'il n'est pas là pour donner ce que lui il ressent, mais pour poser des questions sur ce qui se fait, ce qui se dit et ce que lui-même il constate. Il a fait des comparaisons. Je sais pas s'il a suffisamment d'indices, d'éléments qui peuvent l'amener à dire que oui, Ibrahim Traoré est le pendant de Mobutu quand il est arrivé au pouvoir. J'ai pas à douter de cela. Ibrahim Traoré, ça ne fait que quelques temps qu'il est là, mais il y a quand même un indice que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont tendance à omettre. C'est que au Burkina, ils sont en guerre. Au Mali, ils sont aussi en guerre. Et je crois savoir qu'au Niger, c'est la même chose. Donc, les attitudes qu'ils ont, me semble-t-il, sont en adéquation, en corrélation et en concomitance avec la situation dans laquelle est leur pays. Et il semblerait que dans les analyses de certains, ils omettent cet état de fait, cette réalité, cette évidence et surtout cette véracité. Et celle-là, elle est irréfutable. Ils sont en guerre et depuis pas mal de temps maintenant. Donc, qu'ils aient par moments des j'allais dire des montées de chaleur dans leur affirmation, en tout cas du pouvoir. Bon, je ne sais pas si ça peut amener à les taxer de dictateurs, comme certains les appellent. Après, s'agissant de l'organisation des élections, alors normalement, je crois ici qu'on a déjà soulevé l'argument qui participe à dire, mais normalement, au Togo, il ne doit pas y avoir d'élection. Il ne doit pas y avoir d'organisation d'élection. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes attaqués au nord du Togo. Et dans la Constitution, il est, je crois, marqué, dans quel article, je m'en souviens pas, que quand le pays est attaqué dans son intégrité, on ne peut pas organiser d'élection. Alors, si on ne peut pas organiser d'élection au Togo parce qu'on est attaqué par des terreaux, comment peut-on et doit-on organiser des mêmes élections dans des pays qui sont bien plus attaqués que nous au Togo? Donc, c'est compliqué. Il y a certains aspects de
la situation ou des situations qu'on élude, qu'on prend pas en considération. Et puis, il y a des petits faits, pour moi, qu'on grossit pour aussi indexer ces trois dirigeants. Donc, encore une fois, chacun a son analyse, chacun a sa façon de voir les choses. Le tout, c'est que aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les peuples de ces trois pays soient des peuples qui se sentent maltraités au même titre que les Togolais peuvent se sentir maltraités par leurs dirigeants. Voilà ce que moi je peux dire sur la situation. Alors évidemment, j'ai senti dans les commentaires parfois que les gens voulaient un peu le pousser dans ces retranchements. C'est pas le but en fait. C'est pas un débat qu'on fait. C'est l'invité. Moi, je pose des questions sur ce qu'il pense de telle situation. Et il a son analyse, il a son idée, il a sa théorie. Et c'est ça qu'il exprime. Et c'est ça que moi, je veux qu'il exprime. Moi, je veux pas débattre avec lui dire, mais non, pourquoi tu parles pas ici de la France-Afrique? Ah, mais pourquoi tu dis pas que ce sont... Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de lui poser des questions sur ce qu'il pense. Et évidemment, il est comme tout le monde. On n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Et c'est ça qui doit rester quand l'invité y part. Il nous donne ses explications. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas à avoir de débat et à savoir qui a raison, qui a tort. Voilà. Et c'est le but aussi de notre émission. Voilà. Donc, je sais pas si quelqu'un d'autre veut monter. N'hésitez pas, à moins que mon cher acolyte, Monsieur Ricard, veuille aller dormir un peu. Je ne lui en tiendrai pas rigueur, bien évidemment. Il se fait déjà tard, donc on peut se quitter aussi. Comment dirais-je, Forica, on va accrocher, non? Il s'est déjà endormi, je crois. Forica, t'es là? Il s'est endormi. Ok. Bon, bah, on va se quitter là-dessus. Alors, je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous et à toutes.